On va vous passer la parole. J'ai quelques remarques, ça permettra de donner des idées aux camarades qui n'auraient pas spontanément de questions. Mais effectivement, je rebondis sur ce que tu disais, ça me fait un peu penser au PS d'après 71, où effectivement l'objectif c'est de prendre le pouvoir et justement de ne plus être une force d'appoint du PC. Sachant que le PC français n'a pas grand-chose à voir à l'époque avec Izquierda Unida aujourd'hui ou même avant. Mais effectivement, vu la façon dont ça a été présenté en termes de communication politique, on se demande ce qui va arriver au Podemos au lendemain des élections législatives s'ils n'ont pas gagné, puisque le parti a été fait uniquement pour ça. Et puis, est-ce que effectivement, pour deux choses, est-ce que la stratégie de Podemos, tant sur la structuration du parti que sur ce que tu appelais les signifiants vides, ou plutôt la réappropriation ou la transformation du discours politique, touche pas ses limites dans la volonté de rompre avec la gauche traditionnelle, qu'elle soit gauche communiste ou gauche socialiste. Moi, je reviens sur un article qui date de juillet, qui est paru dans l'Humanité, d'un auteur critique, y compris vis-à-vis du PC français. Donc, voilà, mais il disait, le problème c'est que Podemos est attendu comme n'importe quel parti espagnol sur tout un tas de sujets qui travaillent la société espagnole, mais Iglesias a décidé une bonne fois pour toutes que ça n'avait aucun intérêt et qu'en fait les Espagnols s'y intéressaient pas, donc république ou monarchie, la renégociation de la dette, et là on voit le problème avec la Grèce et Syriza, les bases militaires nord-américaines en Espagne, la laïcisation, le féminisme, et puis quelques autres sujets. Donc là-dessus, il était assez critique. Et puis ce qui est effectivement très bizarre finalement pour un parti qui au départ se revendique pas des indignés, mais revendique la filiation avec les indignés, c'est qu'on a dans cette volonté de refaire la démocratie espagnole, mais un parti qui est organisé de manière quasiment léniniste, quoi. Alors que même Izquierda Unida le fait plus, bon, c'est très particulier. Et puis enfin, la logique des alliances politiques, Podemos disons les refuser toutes pour le moment, mais n'ayant pu gagner au municipal qu'avec des alliances politiques, y compris avec Izquierda Unida, et notamment avec Izquierda Unida. Maxime, puis Dominique, et puis bien entendu, vous pouvez y aller. Vous parliez tout à l'heure de la comparaison qu'on peut trouver entre certains éléments de discours du Front National et Podemos. Alors, je vais être très prudent dans mon discours parce que je ne veux surtout pas qu'il y ait confusion. Je ne compare pas du tout les deux formations politiques, leur fond et les grandes orientations de leur programme. Simplement, on peut quand même remarquer une chose, c'est que moi je ne crois pas qu'en France, 30% du corps électoral qui se prononce soit des gens qui sont pour la préférence nationale, etc. Je pense que ce qui les séduit dans ce que dit et fait le discours du Front National aujourd'hui, c'est ce discours anti-élite, anti-austérité, la couleur sociale du discours dans le Nord, etc. On sait très bien ce que ça va donner avec le FN, où on a vu les deux lignes hier soir avec la ligne Marion Maréchal, conservatrice catholique, nationaliste dans le sud, et puis la ligne ouvriériste sociale dans le nord et l'est avec Philippot et Marine Le Pen. Donc ça va péter, mais simplement, ça me fait dire que c'est ces éléments-là de discours qui, dans une situation où il y a une tension sociale, où il y a une politique austéritaire qui est imposée par à la fois les traités, mais aussi la couleur politique de ceux qui dirigent l'Union européenne et qui sont majoritaires aujourd'hui, c'est-à-dire les conservateurs européens, aidés par des sociodémocrates qui, finalement, au fond, sont à peu près d'accord avec ce qui se fait, ou en tout cas on ne voit pas qui dit le contraire aujourd'hui, à part quelques députés européens, qui ne sont pas très nombreux. Ce que ça me fait dire, ça, c'est que, au final, si nous, les forces de gauche, dans un pays comme la France, on ne retrouve pas, à un moment donné, un discours clairement social, qui clairement met en perspective le fait que, ben oui, il y a une partie de la population qui a les moyens d'investir, de spéculer, etc., et qui se gave clairement, parce que chaque année,
les profits des sociétés du CAC 40 continuent d'augmenter, les inégalités aussi, etc. Si nous, on ne tient pas ce discours-là, alors on ne réussira jamais à faire baisser les scores du Front National. Or, c'est beaucoup plus grave en France qu'en Espagne, parce qu'en Espagne, ce discours anti-élite, anti-austéritaire, il prend pied chez des gens et dans un parti qui quand même tient un discours progressiste. En France, c'est vraiment l'inverse. Donc nous, je pense qu'on est beaucoup plus en danger en France que la démocratie espagnole, alors que les mécanismes, au fond, sont quand même assez comparables. C'est pour ça que je suis très très inquiet de ce qui se passe chez nous, c'est ce que ça me fait dire, tout ce que vous venez de nous expliquer, le fait que le gouvernement, ce matin, explique qu'ils n'augmenteront pas le SMIC, alimente encore ça. Enfin bref, moi je voulais juste faire part de cette inquiétude-là, et je ne sais pas si j'ai été très clair, mais... Si, ça va à peu près. Dominique ? Oui. Quelques remarques et questions en même temps. La première, elle est historique et comparative avec la situation en France. Pourquoi, à ton avis, la gauche radicale, on va dire, pour aller vite, la gauche radicale réussit, en tout cas, fait une belle percée en Espagne, je crois aussi au Portugal, d'une certaine manière, même si je ne suis pas un spécialiste. Pas du tout la même histoire, mais voilà, c'est pour ça que je dis. Et en Grèce. Est-ce que c'est le fait de l'histoire, c'est-à-dire que ce sont les démocraties les plus récentes qui ont connu l'extrême droite au pouvoir? Et l'extrême droite, ils ont connu pendant longtemps. 40 ans pour l'Espagne, 36-75. Je ne sais plus la date exacte pour le Portugal, je sais que ça s'est terminé en 1914, mais je me rappelle. 1926, 50. Voilà. Et les colonels, en tout cas pour la Grèce. Alors, est-ce que le fait qu'en France, il n'y ait pas ce même mouvement, que la contestation à gauche, disons, quelle que soit son influence, qu'elle soit marxisante, qu'elle soit communiste, etc., elle ne pas naître, elle ne prend pas. Enfin, on sent bien qu'il y a peut-être des ingrédients, mais ça ne fait pas un gâteau, tout ça, ça ne coagule pas. Est-ce que c'est cela? Est-ce que, parce que nous, l'expérience de l'extrême droite date de 70 ans, c'est la France de Vichy, et pour l'Italie, c'est le fascisme, ça fait 70 ans aussi, et l'Allemagne, évidemment, c'est encore pire, avec le nazisme. Donc voilà, donc c'est ça, ma première question, c'est pourquoi, est-ce que c'est ça l'explication, c'est l'histoire? Ou est-ce que les sociétés grecques, au-delà du phénomène de la crise, c'est-à-dire que, est-ce que la crise, c'est le terreau favorable ou la cause, ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient expliquer ça? Puis je ferai une remarque par rapport à l'état des forces en France. Il y a aussi la question de la génération. Je me pose la question. Est-ce que le fait qu'il y ait une nouvelle génération, en gros des jeunes, on va dire, que ce soit en Espagne, que ce soit en Grèce, parce que quand même faire la politique à 40 ans c'est jeune, voilà, c'est pas, chez nous c'est quand même plus âgé. Donc est-ce que ça joue aussi dans le... Est-ce que c'est un facteur qui dit jeunesse, dit nouveauté, et donc voilà, peut-être plus de confiance ou pas. Voilà, c'est... chez nous, c'est vrai qu'il y a aussi des jeunes qui font de la politique, mais pas au niveau de la direction des partis, quand même. Il n'y a pas des partis politiques. Il y a des jeunes élus, il y a des jeunes ministres, il y a des jeunes... Mais quand il s'agit de diriger un parti, là, c'est plus jeune. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut reposer une question ou on fait une première salle de réponse d'Héloïse et puis vous vous lancez après? Héloïse, allez. Je vais commencer par les jeunes. En fait, c'est un élément qui est intéressant pour comprendre aussi en partie l'impact que Podemos commence à... Il y a déjà, en fait, quels que soient les résultats aux élections en fin de semaine, il y a déjà une transformation en profondeur du champ politique en Espagne. Et une des transformations, c'est le renouvellement des élites politiques. C'est-à-dire qu'effectivement, à Podemos, ils sont tous très jeunes, ils ont une trentaine d'années, et ça a eu un impact sur, par exemple, le Parti Socialiste, qui a changé son secrétaire général. C'est-à-dire que c'était, si on regarde les dernières élections, le candidat, c'était Rubalcaba, qui devait avoir une soixantaine d'années,
Et là, ils ont mis Pedro Sanchez, je sais pas, vous avez vu Pedro Sanchez, plutôt beau gosse, 40aine d'années, c'est volontaire. C'est le Manuel Valls du PSOE. C'est très volontaire. C'est vrai, il est à peu près aussi à droite. Pareil pour Izquierda Unida, qui ont mis Garzón, qui est aussi très jeune. Au niveau européen, il y a eu un changement de leur leader au Parlement européen, même la monarchie. Après les élections européennes, bah, on peut dire que c'est un hasard, mais le roi a passé la main à son fils. Donc il y a un renouvellement des élites. Et le renouvellement des élites, je pense, alors est-ce que c'est le facteur ou la conséquence? Je pense en tout cas que Podemos a imposé en partie ce renouvellement d'autres partis. Et clairement, alors c'est le PP qui reste un peu en rade là pour le coup. Et le fait par exemple que sur la photo que je vous ai montrée au début du débat, ils aient refusé de venir au débat d'El País, on peut le voir aussi dans un parti, une question d'image, c'est-à-dire qu'il y a quand même 3 jeunes candidats. Et puis il y a la Roy, quoi. Et alors après, donc je pense qu'effectivement, ça peut être un facteur, par exemple dans le fait que ce soit les jeunes qui votent, qui soient particulièrement attirés par ces partis politiques. Clairement, la génération qui monte là avec... ça c'est intéressant si on regarde les trajectoires. Pablo Iglesias comme Alexis Tsipras, comme Ada Colau, c'est des militants du mouvement altermondialiste. Ils se sont tous retrouvés à Gênes, quand je ne me souviens plus, en 2001, c'était, je ne sais plus, quand il y a eu tout... Enfin, ils étaient dans les mêmes... C'est un peu la même socialisation politique. Donc, on a effectivement une génération qui se met en politique. Je pense que ça a un impact probablement sur le vote des jeunes, à mon avis. Et peut-être que ça effraie aussi l'électorat plus âgé, qui vote très peu pour Podemos. Mais ça paraît un facteur probablement de ce vote-là, mais aussi un impact sur la scène politique espagnole qui oblige les autres en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose à se poser clairement en France. Enfin, si vous regardez en France, la moyenne d'âge, je crois, des députés, c'est... 55 ans. Non, c'est plus. C'est plus dans les 60 ans. Non, c'est dramatique, quoi. Enfin, si on regarde les... vous l'avez sorti de l'Assemblée nationale. On va trouver... Il y a pas longtemps. C'est la même à l'Assemblée nationale et au Sénat, mais parce que le Sénat, c'est beaucoup rajeuni. Si on regarde c'est vrai, le vieillissement des élites politiques dans le contexte français, c'est quelque chose qui pose vraiment problème. Et là, c'est vrai qu'en comparaison avec le cas espagnol, ça interpelle, quoi. Ça interpelle. Après, alors, je trouve ça intéressant, votre analyse sur l'histoire. Alors, je mettrai un peu un bémol, c'est que je dirais que l'extrême droite est au pouvoir aujourd'hui en Espagne. C'est-à-dire que les anciens franquistes, ils sont dans le Parti populaire. En Espagne, il n'y a pas de Front National, parce qu'ils sont dans le Parti populaire. En fait, le Parti populaire en Espagne, il va en gros de Bayrou à Le Pen, quoi. Enfin, ils sont dans le Parti populaire. Donc ils sont au pouvoir. Et par exemple, si on voit des lois qui ont été mises en place en Espagne, comme je sais pas si on entendait parler de la Ley Mordaza, la loi Bayon, c'est une loi qui est dramatique sur la question des libertés publiques et des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'au niveau du droit à manifester, les luttes contre les expulsions, maintenant, c'est des amendes énormes pour tous les cas de le campement de Puerta del Sol serait impossible aujourd'hui, selon cette loi. Enfin, et donc en fait, si on regarde... effectivement, il y a cette expérience, cette époque du franquisme, mais des anciens franquistes sont au gouvernement. Sont au gouvernement. Ils sont nombreux. La proportion, ça je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire au sein du PP, mais en gros, s'il n'y a pas de Front National en Espagne, c'est qu'ils sont... Alors, il y a eu une tentative, avec la crise, de créer un parti clairement d'extrême droite, qui s'appelle Vox, qui n'a pas pris en Espagne. Je pense qu'en partie parce qu'ils sont... C'est une excision du Parti populaire, si vous voulez. Mais ça, c'est un discours que va avoir beaucoup Podemos, qui va dire, alors peut-être parce que je suis française quand je les interviewe aussi, donc ils disent en gros il y avait un espace à prendre. C'est-à-dire qu'avec le discrédit des partis politiques, il y avait un espace à prendre. C'était nous ou c'était un Front National espagnol? En gros, disons voilà, il y avait un espace à prendre et ça aurait pu être une option plus xénophobe. Et c'est vrai qu'on peut se demander, c'est une réelle question, quoi. Pourquoi, par exemple, l'argument xénophobe se développe ici, il ne se développe pas en Espagne? Alors qu'il pourrait se développer avec le niveau de crise économique. Alors je pense qu'il y a la question de l'histoire qui joue, mais aussi l'histoire des migrations. C'est-à-dire que l'histoire de l'immigration est beaucoup plus jeune en Espagne qu'en France, et maintenant l'Espagne est devenue un pays d'émigration et plus d'immigration. Il y a plus de... Et donc en fait, par exemple, quand Pablo Iglesias s'est interrogé sur ces questions, il dit non, mais le problème, c'est pas les gens qui viennent. D'ailleurs, un certain nombre repartent parce qu'ils n'ont pas de boulot, quoi. Enfin, mais c'est un problème de nos jeunes qui partent à l'étranger. Et donc, du coup, cet argument se développe pas.
Alors en Grèce, je pense que c'est un peu différent parce qu'il y a eu quand même, alors même si c'est beaucoup moins fort que Syriza, il y a quand même eu tout le mouvement de l'Aube dorée, donc il y a un peu les deux éléments, je pense. Mais c'est qu'on peut se demander pourquoi ici c'est le Front National qui a ce discours effectivement qui arrive à canaliser ce mécontentement, enfin en tout cas, je ne sais pas si ça a canalisé, mais en tout cas à reprendre ce mécontentement et avoir ce discours, nous on va être le peuple, enfin, il y a des choses qui sont très proches de ce que va dire Podemos, et pourquoi en Espagne c'est un autre parti qui a émergé, il y a probablement des éléments d'histoire à prendre en compte, des éléments je pense de contexte de la crise qui sont importants aussi, il y a probablement une alchimie entre plusieurs... Et puis le fait que, quand je vous disais, c'est aussi un discours simple qu'a Podemos, et c'est quelque chose qu'on retrouve chez les... par exemple, il y a eu une analyse qui est assez intéressante de Damayer et de Cécile Braconnier sur la sociologie des précaires. Et ils montrent en fait que les précaires, dans le rapport à la politique, disent « mais au moins Marine Le Pen, on la comprend quand elle parle, on comprend ce qu'elle dit ». Et en fait, c'est un peu pareil avec Pablo Iglesias, c'est-à-dire que, dans le sens où le discours qui est mis en avant, c'est qu'on peut le trouver simpliste des fois, le casse contre le peuple, quelque part, c'est un peu réducteur, quoi. Mais en même temps, il y a un discours super simple, super accessible. Et je pense que ça, c'est un élément aussi qui est vraiment à travailler. Je sais pas, par exemple, si on regarde les discours du Front de gauche, et les discours de Mélenchon, par exemple, pendant la campagne, et des discours de campagne, c'est un discours super pour les profs, quoi. Il y a plein de références intellectuelles et tout, mais je suis pas sûre qu'il soit très accessible, en fait. Et c'est ce qu'elles montrent dans leur ouvrage. Par exemple, Mélenchon est vu comme quelqu'un qu'on ne comprend pas, quoi, qui est complètement... Et donc, du coup, c'est peut-être aussi... sur le message, quoi. C'est évident, sur la question sociale, par exemple, sur la question du SMIC, moi je trouve ça dramatique aussi. En Espagne, il n'y a pas seulement Podemos qui dit qu'il va augmenter le SMIC, il y a aussi Pedro Sanchez. Il y a aussi, clairement, ça va... Et cette coloration sociale, elle est mise en avant. Et je pense qu'il y a cette idée des politiques sociales, mais il y a aussi le fait d'avoir un discours simple qui puisse être qui passe à la télévision, même s'il y a des raccourcis, forcément il y a des raccourcis du coup. Et du coup un discours, ça me permet d'aborder ta question, qui ne va pas forcément aborder des débats qui vont être très clivants, république ou monarchie par exemple. C'est ce que tu disais dans les débats qui sont pas abordés. Typiquement, par exemple, Izquierda Unida, ça va être un truc qu'ils vont mettre beaucoup en avant. On est pour la République et tout. Podemos ne le fait pas, non pas parce qu'ils sont pour la monarchie. Tout leur projet, c'est de dire, nous, on fera une assemblée constituante si on arrive au pouvoir, et on mettra tout sur la table, notamment cette question-là. Mais ils ne le mettent pas en avant, parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui est très clivant et qui va les couper 50% de l'électorat. Et comme leur projet, c'est justement de proposer un projet qui permette, notamment sur les questions sociales, qui permettent de regrouper la majorité de la population, ils ne vont pas mettre en avant ce clivage qui les couperait la moitié de l'électorat. Ça peut être vu comme... En fait, ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, on a une position qui est moins puriste, quoi. Qui est moins pure, mais ce qu'on veut, c'est... En fait, ce qu'ils disent, Izquierda Unida, c'est qu'ils sont dans une position pure mais impuissante. Et donc, eux, ils ont une stratégie pour essayer de dépasser cette position impuissante. Après, ça a des limites, Et par exemple, il y avait un article dans Mon Diplomatique qui était assez intéressant de Pablo Iglesias, qui expliquait qu'ils avaient été vraiment soumis à un dilemme quand il y a eu le roi qui a été invité au Parlement européen, le roi d'Espagne. Qu'est-ce qu'on fait? Izquierda Unida, la position, on ne vient pas. On est pour la République, contre la monarchie, on ne vient pas. Le problème, c'est que si tu te mets dans ce clivage-là, tu restes dans des clivages politiques très traditionnels. Ce qu'ils ont fait, ils ont choisi de venir comme ils viennent d'habitude, de ne pas respecter de protocole, alors qui est une position qui est très fragile, mais en disant si on met en avant ce clivage-là, République ou monarchie, au cœur de notre programme, de fait, on se coupe de la moitié. Donc effectivement, d'un point de vue de la gauche traditionnelle, si vous voulez, la position la plus pure quelque part, c'est celle d'Izquierda Unida. Izquierda Unida, ils sont accrédités de moins de 5% des votes, quoi. Donc et par contre, sur les questions... Sur les questions sociales, le projet de Podemos, c'est un vrai projet redistributif, quoi. Il y a des questions qui sont, moi je trouve assez intéressantes et qui parlent aux gens, clairement, de dire on arrête les expulsions de logement. On donne un truc très intéressant par rapport à ce que vous dites sur les expulsions de logement, la dación en pago. La dación en pago, c'est ce que réclame le mouvement contre les expulsions de logement, c'est que si tu te fais expulser de ton logement, tes dettes, c'est fini, quoi. Tu ne gardes pas. C'est quand même. Ce qui paraît, on annule la dette. Et ça, c'est ce que réclame le mouvement contre les expulsions de logement depuis des années.
Et c'est dans le programme de Podemos, rétroactif, et on annule les dettes. Loyer social. On impose tous ceux qui ont plus de, je crois que c'est 10 logements, en gros les banques, quoi, tous ceux qui ont plus de 10 logements vacants, à les mettre dans une agence de logements sociaux. Il y a très peu de logements sociaux en Espagne. Tout ça, c'est des choses qui parlent vachement aux gens, quoi. Le modèle de Sarkozy, l'immobilier en Espagne. Alors, ça, c'est tout. Là, pour le coup, l'histoire, le fait pourquoi c'est un pays propriétaire, ça, c'est lié au franquisme, hein, clairement. Donc oui, c'est en rupture avec la gauche traditionnelle. Clairement, ce qui est mis en avant, enfin, voilà, il y a un certain nombre de débats qui ne sont pas mis au centre. Mais dans cette optique de dire on veut dépasser une position d'être dans l'opposition, quoi. Après, est-ce que ça fonctionnera? Pas forcément, mais en tout cas, ça leur permet de faire des scores, effectivement, qu'a jamais fait Izquierda Unida en Espagne. Alors, Jean-Pierre, Nathalie, Mathieu. Alors, moi, je vais prendre, par rapport à ce que tu as dit notamment, presque 2 contre-exemples. Le premier, c'est l'Angleterre. Corbyn, c'est pas lui. Par contre, son langage, en reprenant ses anciennes idées marxistes, etc., mais édulcorées, eh ben, ça a marché au niveau des jeunes. Très, très fort. Mais bon, ils n'ont pas eu le fascisme, mais ils ont eu Thatcher. Bon, alors. Ah oui, quand même. Bon. Parce qu'elle maniait bien la matraque contre les immigrés. N'empêche que. Bon. Alors, déjà, on peut voir qu'il n'y est pas nécessaire qu'on en ait une belle figure jeune, Iglesias, etc., mais que c'est le discours et les projets, le contenu réel, pratique. Bon. Et autrement, alors là, je veux dire en France, aussi on a la gauche contestataire, y compris au sein du Parti socialiste, nous en sommes. C'est le mouvement commun. Moi, j'étais frappé à la réunion fondatrice à Montreuil, d'abord du nombre de jeunes qu'il y avait, qu'on ne voyait plus. Que je ne voyais plus par ailleurs. Mais il y avait beaucoup de leaders politiques présents aussi, quand même. Hein. Bon, il n'y avait pas que pour rien. Dans les ateliers, il y avait 10 ateliers, mais on avait tous le même sujet, en fait. Dans les ateliers, ce qui a été prévu de faire, un point de vue technique, je dirais, de travail, c'était les mots. Donc, table par table, atelier par atelier, puisqu'il y avait 6 ateliers ou 7 ateliers, il y avait 10 tables par atelier, donc, puisqu'il y avait 3, 5 quelques, comme ça, on a travaillé à l'atelier. Ce qu'on nous demandait, c'était les mots qui allaient ressortir de nos échanges. Entre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on voudrait, qu'est-ce qu'on peut faire, comment le faire, etc. Les mots, bon, social, gentillesse, commun, bien sûr, enfin, responsabilité, tout ce qui peut être commun. Ce qui est ressorti aussi, c'est pas de leader, pas avoir le culte des leaders, mais quand on se transforme en parti politique, il faut des leaders. Bon, comment peut-on s'organiser? Alors, on a dit, au niveau local, on essaie de trouver dans les associations, etc., des petits groupes de pensée. Et puis le terme aussi qui m'a beaucoup plu aux plus jeunes, certainement, c'est qu'est-ce qu'il y a, parce que les médias, c'est toujours tout ce qui est noir, tout ce qui est gris, etc. Qu'est-ce qu'il y a qui peut être rendre optimiste, qu'est-ce qu'il y a qui est bien fait, qui est beau à l'échelon local, alors que ce soit les coopératives qui sont citées, ou des mouvements tels que les abeilles, enfin tout ce qui est par rapport à la culture agricole, et qui se fait. Bon, là aussi, c'est un mouvement qui partirait un petit peu comme des bases avec des contextes différents, bien sûr. Des bases qu'on retrouve dans les indignés ou voilà, en Grèce. Alors, là, au fond, Podemos, si je prends le mouvement commun qui est lancé actuellement en France, Podemos est déjà en avance de 6 ans sur nous, quoi. Donc, dans 6 ans, est-ce que ce sera un parti politique ou pas? On va dire, au départ, non.
tout le monde dit non, c'est pas un parti politique. Et là, à côté, qui écoutait, il y avait Kos, il y avait Laurent, il y avait pour le Parti Socialiste pas mal Fanelli, enfin pas mal de députés ou autres, ou de chefs de parti. Il y avait Coquerel, bon, peu importe. Bon. J'arrête. Comment on peut comparer et projeter les évolutions des uns qui sont à l'avance et des autres, en fonction des analyses que tu as pu entendre, etc. sur place. Grosso modo, est-ce qu'un Podemos est possible? Oui. Nathalie. Et puis Mathieu. Moi, j'avoue, je suis à moitié espagnole, à moitié andalouse, mais je connais très mal la politique en Espagne, parce que quand j'y vais, c'est pas pour ça. Par contre, moi, mon ressenti, parce que je viens beaucoup à Cadix, et à Cadix, c'est Podemos, avec Kichi qui est passé, mais avec ce ressenti que, ce qu'on m'a dit là-bas, c'est que c'était un professeur d'université qui avait été élu, qui n'avait jamais travaillé de sa vie, qui ne connaissait pas vraiment ce que c'était que le monde, voilà, le salariat, que c'était qu'il allait tremper dans plein d'affaires également, qu'il n'était pas quelqu'un de très fiable. Et avec les contacts de droite, à Cadix. Notamment, voilà, et avec la montée aussi beaucoup, ce qui me fait vraiment un peu peur aussi, ce point-là, c'est le Partido indépendantista, qui monte beaucoup, et je sais que pour les municipales, il y a beaucoup d'Andalous qui sont rentrés dans ces petits partis qui prônent l'indépendance de l'Andalousie, qui prônent et qui grimpent énormément. Et ça m'inquiète parce que j'ai l'impression que la société espagnole un petit peu essaie de se désolidariser en fait de l'Espagne et il y a un peu la montée des nationalismes même en Espagne avec cette volonté de revendiquer l'identité andalouse, le drapeau andalou, l'hymne andalou, la culture andalouse qui est un peu en opposition avec l'Europe. On leur impose un peu une uniformisation, ce sentiment-là. Et ça monte énormément en Espagne. Que Podemos s'érode énormément. Ensuite, a beaucoup on n'a pas l'impression que c'est un parti qui est légitime. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai ressenti, en tout cas de Podemos et d'El-Kichi et Pourtant, c'est étonnant parce que les coalitions d'unité populaire, c'est celles qui sont les mieux évaluées. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites et elles sont... Alors, il faudrait voir exactement la situation de Cadix, mais par exemple, les municipalités d'Ada Colau et de Manuela Carmena sont très bien évaluées par la population, en fait. Donc, et d'ailleurs, Pablo Iglesias, l'équipe de Podemos s'est appuyée, ça c'est étonnant, parce qu'au début, ils n'ont pas voulu se présenter aux élections municipales en leur nom, en disant s'il y a un problème quelque part, quand on est très, très jeune, quoi, s'il y a un problème dans une ville, cas de corruption, j'en sais rien, ça va entacher notre dynamique nationale. Et nous, notre priorité, c'est les élections législatives. Donc c'est pour ça qu'ils ont été dans le cadre de coalition d'unité populaire. Et en fait, c'est là-dessus qu'ils s'appuient. C'est là-dessus qu'ils s'appuient pour les élections législatives au final. Parce qu'il y a une très bonne image de ces coalitions d'unité populaire. Donc après, oui, le fait qu'il y ait peut-être certains de vos contacts qui disent que c'est un prof de fac qui soit dans plein d'affaires, je sais pas, honnêtement, je connais pas d'affaires dans lesquelles est impliqué Kichi, mais c'est en plus, par contre en Andalousie, c'est vrai que Podemos, sur l'érosion de Podemos, en Andalousie, c'est vraiment la version, si vous voulez, l'aile la plus critique de Podemos, qui va être en Andalousie. Teresa Rodriguez, Kichi, c'est le compagnon de Teresa Rodriguez, en fait. Donc c'est ceux qui viennent de Izquierda Anticapitalista. C'est ceux qui voulaient un autre modèle d'organisation. Donc c'est ceux qui vont être les plus combatifs par rapport à la direction nationale, par rapport à ce que tu disais, une organisation un peu très verticale du parti, ça c'est évident, c'est une grosse contradiction. Donc il va y avoir un discours plus critique vis-à-vis de Podemos. Et donc on peut expliquer une érosion notamment dans les cercles de Podemos en Andalousie.
où effectivement il y a eu pas mal de départs de militants dans les cercles. En plus, c'est vu comme un parti venant de Madrid en partie. Donc il y a ce... Voilà, il y a effectivement un essoufflement de Podemos si on regarde la militance de base. Après, honnêtement, les coalitions d'unité populaire, elles sont quand même très bien valorisées et Podemos s'appuie dessus. Par exemple, il y a eu, c'était hier, enfin ce week-end, il y a eu, c'était hier, il y a eu les grands meetings de campagne et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Ada Colau en premier plan. Parce qu'Ada Colau, c'est la militante contre les expulsions de logement qui est très très bien valorisée. C'est parmi les élus municipaux les plus valorisés en Espagne depuis qu'il y a eu les élections municipales. Donc ils l'ont mis en avant pour propulser la candidature de Pablo Iglesias. Donc du coup, je serais un peu moins sur le... D'abord sur un premier bilan, c'est difficile toujours de faire un bilan, c'est très récent, qu'elles ont été élues très récemment. Et par exemple, une des informations qui est tombée il n'y a pas longtemps sur Cadix, c'est le fait qu'il y a eu une réduction de la dette municipale avec l'émission d'un certain nombre de privilèges qui est très forte. Ça, c'est le fait dans plusieurs municipalités qui sont aux mains de ces coalitions d'unité populaire. Donc, j'aurais un sentiment, en tout cas, le fait qu'il y ait en Andalousie pas mal de critiques sur Podemos, ça je veux bien le croire, notamment par rapport à la direction nationale. Mais je dirais plus des critiques internes, d'orientation interne, plutôt quelque chose vraiment de... Enfin bon, moi c'est ce que j'ai ressenti en allant en Andalousie. Après, on peut toujours avoir des sentiments différents. Alors Mathieu, et puis ça permettra de répondre ensuite à Jean-Pierre et Mathieu. Alors, j'avais juste une question concernant la couleur choisie par Podemos. Ça fait lien avec les choses que tu as dites avant. Il me semble que le violet, c'est la couleur manquante du drapeau espagnol aujourd'hui, si on considère que le drapeau doit être un drapeau républicain. Donc, malgré tout, dans le choix de la couleur qu'ils ont fait, si cette interprétation est bonne, il y a peut-être un subliminal. Je ne sais pas si tu as la réponse à cette question. La deuxième question, ça rejoint un peu celle de Maxime et de notre camarade Jean-Pierre. Est-ce qu'un Podemos en France est impossible parce que le Front National a capté la contestation du système établi, pour faire très simple? Il l'a capté avec un double discours, Maxime l'a dit tout à l'heure, et puis aussi parce que cette contestation du coup est moins légitime, portée, et tu l'as dit tout à l'heure aussi, par la gauche radicale incarnée par Mélenchon en France. Est-ce que aussi parce que la crise est moins forte, même si elle existe en France? Est-ce que ce sont ces deux raisons-là qu'on entend souvent qui sont les vraies raisons d'impossibilité de construire quelque chose qui ressemblerait ou qui s'inspirerait à Podemos en France? Et ma dernière question, qui est beaucoup plus pratique, mais qui nous concerne tous ici, parce qu'on a tous des militants politiques, et du terrain, en tout cas, pour ces dernières semaines. Quels sont est-ce qu'il y a vraiment un renouvellement des pratiques militantes chez Podemos? Et pas seulement, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le fonctionnement interne, mais dans le rapport aux gens qui sont éloignés de la politique. Comment est-ce qu'ils sont allés les chercher? Est-ce que c'est seulement les gens qui sont venus spontanément dans les assemblées des indignés qui ensuite sont restés? Donc est-ce que finalement la captation militante, elle s'est faite juste après ou pendant le mouvement des indignés, ou bien est-ce qu'ils ont continué à réussir à aller intéresser des gens, faire adhérer, même si je sais qu'il n'y a pas vraiment d'adhésion, je crois que c'est un système un peu plus complexe, mais en tout cas à rapprocher des gens à leur organisation. Comment est-ce que ça s'est fait? Est-ce qu'il y a eu un vrai renouvellement, ou est-ce qu'ils ont tout simplement réutilisé des techniques que nous-mêmes, ici dans les partis de gauche en France, on n'utilise plus, de type des formations de vulgarisation, même de l'action sociale? Ça, j'ai l'impression qu'ils l'ont fait dans les assemblées. Voilà, est-ce que ce sont ce genre de choses qu'ils ont mis en place et dont on pourrait peut-être s'inspirer, y compris en tant que parti classique, traditionnel de gauche en France? Héloïse. Juste sur la couleur, j'avais pas pensé que c'était la couleur manquante du drapeau. Honnêtement, je pense pas qu'il ait choisi pour ça. Je pense qu'ils ont choisi surtout une couleur qui n'était pas marquée, par exemple le rouge, qui n'était pas déjà très, très marquée. Après, c'est aussi la couleur du mouvement contre les violences machistes en Espagne, cette couleur violette. Et vous savez, c'est quelque chose qui est très très fort en Espagne. D'ailleurs, dans la stagnation de Ciudadanos, dans les derniers sondages, ça s'explique en partie par ses positions qu'il a eues sur cette question des violences machistes, où il a eu clairement une position assez conservatrice. C'est un mouvement qui est très fort, une question dont on parle beaucoup. Donc je pense que c'est plus lié à ça, à mon avis, d'avoir aussi la même couleur, et puis surtout d'avoir une couleur qui n'est pas marquée déjà
gauche radicale, enfin qui n'est pas marquée rouge. Bon, après, je sais pas, peut-être, j'avais pas pensé quoi. Mais par contre, j'ai pas su exactement pourquoi ils avaient utilisé cette couleur, donc je peux pas trop vous répondre. Après, le cercle, par contre, vous savez, c'est un cercle blanc dans le violet. Le cercle, par contre, ça c'est clairement l'Assemblée. Hein. Donc c'est un lien directement, le cercle, l'Assemblée, c'est un lien direct avec les indiens. Question, pourquoi pas. Enfin, est-ce qu'un Podemos est possible en France et pourquoi il n'y a pas de Podemos? Moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui permettent d'expliquer ça. Je pense qu'il y a des facteurs qui sont la même chose que pourquoi le mouvement des indignés n'a pas pris en France. Qui était aussi, il y a eu des petites tentatives, mais bon, ça n'a pas été. Je pense qu'il y a un élément qui est clairement lié à la crise, au contexte de crise. On a un contexte de crise aussi en France, mais qui n'a pas les mêmes conséquences que ce que je vous ai montré dans le cas espagnol. C'est-à-dire que dans le cas espagnol, ça a vraiment été tellement loin qu'il y a eu une réaction, je pense, en grande partie liée au contexte. Après, au niveau de la crise politique, je pense qu'elle est, même si elle s'intensifie, à mon avis, elle est plus forte en Espagne qu'en France. En tout cas, quand ont émergé les indignés en 2011. C'est-à-dire quand émergent les indignés en 2011, c'est en mai 2011, c'est les socialistes qui sont au pouvoir en Espagne. Moi, j'étais entre l'Espagne et la France à ce moment-là. En France, c'était Sarkozy qui était au pouvoir. C'était la campagne qui allait commencer pour 2012. Et en gros, tous les efforts un peu militants se sont mis dans la campagne électorale. Alors qu'en Espagne, il n'y avait aucun espoir, en fait, sur la voie électorale. Donc, alors, peut-être que ça sera quelque chose qui sera ici maintenant en France, mais en tout cas, dans ce contexte-là, ça s'est canalisé, en fait, dans les partis qui se présentaient aux élections, en fait. Ça s'est canalisé d'une autre manière. Après, il y a des éléments qui sont liés, je pense, il y a des éléments qui sont liés, à mon avis, aussi au système institutionnel. C'est-à-dire que, je vous disais, en Espagne, c'est les élections, donc, système proportionnel à un tour. C'est assez différent d'un système majoritaire, même si au niveau national, il y a des effets majoritaires qui sont liés à la taille des circonscriptions, qui fait que ça favorise quand même les grands partis. Mais un parti, par exemple, le fait qu'un petit parti, un parti émergent comme ça, comme Podemos, arrive dans le cadre, par exemple, dans le cadre de ce système proportionnel, il peut y avoir beaucoup de députés dans le cadre de la proportionnelle en Espagne. Ce qui ne serait pas le cas dans le cas du système majoritaire à deux tours qu'on a en France. Donc je pense que ça peut jouer en partie sur l'émergence de... Mais bon, ce n'est pas le seul élément. Après, à mon avis, on a aussi... Podemos a émergé aussi parce qu'il y avait une place qui s'est libérée. En France, c'est quand même assez embouchonné quoi, à gauche. Quoi. Enfin, si on regarde, on a le parti de gauche, on a le parti communiste, plus ou moins front de gauche selon les configurations, les Verts, trois partis trotskistes quand même. On a quand même, il n'y a pas forcément l'espace qu'il y avait. En Espagne, il y avait Izquierda Unida, mais Izquierda Unida, ils s'étaient en partie aussi délégitimés parce qu'ils étaient aussi dans les affaires de corruption. Donc, quelque part, est-ce qu'il y a l'espace aujourd'hui en France? Alors, il y a eu des tentatives, il y a eu la tentative de Nouvelle Donne, du mouvement commun. On voit qu'il y a des tentatives, on voit ce qui se fait à côté, on voit ce qui se fait en Espagne, il y a quelques tentatives, mais je pense qu'il y a moins l'espace, à mon avis. Déjà, il y a moins l'espace, à mon avis, à gauche. Et il y a effectivement le Front National qui capte beaucoup le message contestataire. Il n'y a pas de mouvement social. En France, oui. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas de mouvement des indignés, ça c'est évident. Mais par contre, si on regarde, par exemple, si on regarde un peu historiquement, on a quand même beaucoup de mobilisations qui ont eu lieu. Par exemple, si à partir des grèves de 95, si on regarde par exemple sur les retraites, il y a eu beaucoup plus de mobilisations qu'en Espagne à ce moment-là, alors qu'il y a eu les mêmes réformes qui étaient mises en place. Pourquoi ça n'a pas débouché sur une option électorale qui a traduit ce mouvement social? Ça peut être une question qu'on peut se poser, mais oui, mais le syndicalisme a été très contesté en Espagne avec le mouvement des indignés. Il a été très contesté. Par exemple, si on regarde le mouvement sur les retraites, qui s'est fait à peu près au même moment, c'était vu, le cas français était vu comme un exemple en Espagne, parce qu'en fait, les syndicats majoritaires, ils ont signé direct en Espagne la réforme pour allonger l'âge de départ à la retraite. Donc, moi je pense pas qu'il y a un Podemos qui émergera en France de la même manière, sous la même forme que le cas espagnol. Par contre, je pense que la gauche peut s'inspirer de l'expérience de Podemos.
Je pense qu'il y a des éléments qui sont importants. Ce qu'on disait, avoir un discours simple, sur un discours clairement redistributif, le fait de transmettre un message d'espoir, d'enthousiasme, de faire envie, enfin de mobiliser les gens. Je pense que c'est les éléments qui sont... Le fait peut-être de laisser tomber certaines références très identitaires de la gauche. Par exemple, je sais pas, quand je vois le slogan du NPA, il est 100% à gauche, c'est pas forcément essentiel de mettre en avant. Il y a des gens qui ne se rendent pas 100% à gauche, mais par contre qui peuvent être d'accord avec des propositions vraiment, un projet de justice sociale. Donc je pense qu'il y a quand même des choses qui peuvent faire réfléchir, sans forcément que... Ça ne prendra pas la même forme, à mon avis, que Podemos en Espagne, c'est pas la même histoire, il n'y a pas le mouvement des indignés derrière. Mais par contre, je pense qu'il y a des éléments d'expérience de Podemos qui peuvent inspirer. Alors du coup, ça va permettre de faire la transition sur les modes de captation militante. Mais après, il y a, par exemple, c'est intéressant de voir comment Manuela Carmena a fait sa campagne. Parce que là, on peut voir clairement un impact sur ce que ça a donné en termes de résultats. Manuela Carmena, elle a fait aucun grand meeting. Elle a fait que des rencontres avec les habitants dans les différents quartiers de Madrid. Et en fait, Manuela Carmena, au début, c'était pas une leader qui était connue, qui était très connue. Hein. Et la campagne, elle n'a pas duré. Enfin, voilà, le temps de Ahora Madrid, qui est sa coalition, elle n'a pas eu beaucoup de. Et en fait, ça a été essentiellement par des réunions dans les quartiers, en fait, où assistaient beaucoup de gens, qui s'est fait plus sur un modèle de questions, réponses, choses comme ça. Il n'y a pas eu de grand meeting. Par contre, à Podemos, il y a des grands meetings. Il y a aussi cet aspect plus classique. Mais je pense que la campagne de Manuela Carmena est assez intéressante à analyser. Parce qu'après, elle a été beaucoup aidée par sa concurrente de droite qui a tout fait contre elle, et du coup, ça lui a fait sa campagne aussi. Mais voilà, donc je pense au niveau des techniques de captation militante, ça serait à approfondir. On a vraiment approfondir, voir concrètement ce qui se fait. Il y a beaucoup d'assemblées publiques, il y a beaucoup de choses qui sont reprises sur le modèle des indignés. Il y a le fait d'être beaucoup dans la rue, de faire beaucoup sur les modes c'est pas seulement des modes d'organisation en interne, c'est aussi par exemple, il y a beaucoup de réunions de Podemos qui se font dans la rue, avec le fait d'avoir des débats. Par exemple, à Parla, à Podemos, ils ont organisé des débats sans mettre l'étiquette Podemos même derrière, en fait, pour qu'il y ait une mobilisation des gens. Et par exemple, ils ont fait un débat, moi je trouvais très intéressant à Parla. Parla, c'est une ville où il y a beaucoup d'étrangers en Espagne, et ils ont fait un débat sur la question de l'immigration, sur tous les préjugés qu'on pouvait avoir sur les migrants. Et ça, c'est Podemos qui l'a organisé, mais sans mettre même le fait que ce soit Podemos. Ils ont organisé, en fait, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, le fait qu'il y ait des débats, ils appellent ça les assemblées de voisins, quoi. Et en fait, c'est eux qui sont derrière. C'est comment les gens viennent, ouais. Comment est-ce qu'ils sont informés, pourquoi est-ce qu'ils viennent Parce que nous, on fait ça tout le temps, on organise des débats. Ils viennent pas. Et les gens viennent pas, c'est les militants classiques qui viennent. Et en même temps, il peut... Et ça se fait sur la place, sur la dehors. Je pense qu'il y a une culture de l'extérieur qu'on n'a pas forcément en France, mais... Il manque les relais sur le terrain, très souvent.